Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h. Et en fin d'après-midi, la grande édition pendant 1 heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, le début d'une semaine qui sera marquée à nouveau par les publications de résultats. Et les résultats d'entreprises vont monter en puissance au sein du CAC 40, notamment à Paris, avec 9 publications de sociétés intégrées au CAC 40 qui sont attendues cette semaine, à commencer par BNP Paribas demain matin, qui donnera le coup d'envoi des publications des grandes banques françaises, le secteur bancaire qui a été un des meilleurs secteurs depuis quelques temps maintenant, et ça reste sur la première partie de cette année, depuis le début de cette année 2022, le meilleur secteur en Europe, avec une hausse de 9% pour l'indice bancaire au sein du Stock 600. Ce sera donc une partie importante des résultats qui seront suivis cette semaine par les investisseurs. On aura également L'Oréal mercredi, ou encore Total, Pernod Ricard, Soggen, Crédit Agricole, Legrand, Arcelor et Unibail-Rodamco jeudi pour les publications du CAC 40. Sur le front de la macroéconomie et des politiques monétaires, le marché en Europe est en train de digérer à son tour le pivot hawkish de la Banque Centrale Européenne, qui a été délivré la semaine dernière par Christine Lagarde à l'issue de la réunion du Conseil des gouverneurs. Un pivot qui a provoqué beaucoup de secousses sur les marchés obligataires, avec des tensions très très vives sur la partie courte et la partie longue de la courbe des taux en zone euro, et un phénomène de spread également à surveiller, avec un 10 ans italien qui s'écarte assez nettement du 10 ans allemand. 160 points de base d'écart aujourd'hui, un 10 ans italien qui atteint en absolu le niveau d'1,85%. C'est évidemment un point de vigilance important pour les investisseurs en zone euro. Et puis sur le front de la macro, en lien avec la politique monétaire américaine, cette fois nous aurons un chiffre d'inflation aux États-Unis pour le mois de janvier qui sera publié ce vendredi. L'inflation qui devrait encore progresser au-delà des niveaux records atteints en décembre dernier, à 7,3, 7,4%, même peut-être attendu pour l'inflation globale américaine sur un an au mois de janvier. Le chiffre, je vous le disais, sera publié ce vendredi à 14h30. Dans ce contexte, le plan de trading, évidemment, vous le savez, c'est notre rendez-vous chaque lundi à 12h30 avec les équipes de Bourse Direct, à suivre dans quelques instants. Et des marchés qui hésitent à prendre une direction plutôt qu'une autre en ce début de semaine. Les infos clés à mi-séance en Europe, c'est avec Alix Nguyen. Paris et les principales bourses européennes évoluent sans tendance claire. On retrouve en soutien le souvenir d'une bourse de New York qui résistait vendredi en clôture, et le comeback ce matin des marchés chinois en progression d'1,5% après une semaine de fermeture à l'occasion du nouvel an lunaire. Des effets positifs limités par la baisse des cours du pétrole et la remontée des rendements obligataires. La nervosité domine si l'amélioration plus forte que prévue du marché de l'emploi aux États-Unis et la révision en hausse du solde de décembre ont permis d'apaiser les craintes quant à l'économie américaine. Elles ont aussi pour effet de conforter les anticipations de 5 hausses des taux de la Fed cette année sur fond d'accentuation des tensions sur les salaires. En janvier, ils ont augmenté de 5,7% sur un an après 4,9% en décembre. La perspective de resserrement monétaire touche aussi l'Europe, un scénario qui n'est plus écarté par la BCE. La Banque d'Angleterre a annoncé jeudi dernier sa deuxième hausse des taux en 2 mois. Klaas Knot, membre du Conseil des gouverneurs de la BCE, a d'ailleurs indiqué qu'il tablait sur une hausse des taux en octobre. Christine Lagarde devrait être interrogée à cet effet cet après-midi par la Commission des affaires économiques et monétaires du Parlement européen. Sur le plan géopolitique, Emmanuel Macron doit rencontrer ce lundi Vladimir Poutine à Moscou avant de se rendre à Kiev demain. Une visite dont l'objet sera d'obtenir des engagements de la part de son homologue russe et d'ainsi calmer les tensions avec l'Ukraine. Demain donc, Emmanuel Macron se rendra à Kiev afin de rencontrer le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Côté action, le secteur des matières premières soutient la tendance après la hausse des cours de l'aluminium et du nickel. À Paris, la meilleure performance du CAC est pour ArcelorMittal. On termine avec un focus sur une valeur en nette progression. Il s'agit de Forestia. Le groupe revoit à la hausse sa prévision de synergie de coûts issue du rachat pour 6,7 milliards d'euros de l'allemand Hella, finalisé fin janvier. Il vise désormais des ventes supérieures à 33 milliards d'euros en 2025 et une marge opérationnelle de plus de 8,5%. Alix Nguyen avec nous chaque jour pour Tendance mon ami à 12h30 et 17h dans Smart Bourse sur Bismart.
Le plan de trading, comme chaque lundi à 12h30 pour entamer la semaine sur les marchés, les enjeux techniques à venir. C'est avec Romain Daubry, membre de la cellule info d'experts de Bourse Direct. Bonjour Romain. Bonjour Grégoire. Ravi de vous retrouver effectivement dans une ambiance de marché un peu confuse, beaucoup d'indécision. On voit que les investisseurs hésitent à tirer dans un sens ou dans un autre, sachant qu'on a déjà un mois de janvier jusqu'à aujourd'hui, début février bien sûr, qui a été très animé, très intense, avec beaucoup de secousses et d'écarts sur les marchés. Oui, tout à fait. Une tentative de reconstruction au début de semaine dernière qui a échoué jeudi, dans des marchés qui restent toujours éminemment techniques, avec des niveaux à préserver, des niveaux contre lesquels le marché a buté. En fait, il y a pour synthétiser, deux forces vraiment opposées. Il y a une petite spéculation baissière qui, contre 7140 points et un peu en dessous 7115 points, s'est mise en place. Et puis, il y a en contrepartie de la protection des portefeuilles et un niveau de couverture qu'on constate depuis 3 semaines à un mois, qui fait son office de protection et qui empêche le marché de dégénérer, de faire son sell-off et de partir à la baisse. Donc personne n'a vraiment envie de payer et le marché ne peut pas baisser, donc il est capé, effleuré comme on dit, et c'est un marché un peu particulier avec des logiques sectorielles qui s'essoufflent et qui n'existent plus. Il n'y a plus de logique sectorielle sur le marché. Des screeners, donc des petits outils qu'on met en place pour repérer de l'intérêt sur les valeurs, et ces screeners qui se vident complètement. Et donc sauf à faire des petits écarts très spéculatifs rapides, il n'y a pas grand-chose qui se met en place. Plutôt de l'essoufflement du côté des valeurs qui étaient fortes depuis le début de l'année et pas beaucoup d'intérêt sur les autres, à part encore une fois des entrées ou des écarts sur des niveaux d'intérêt de court terme, mais c'est vraiment très, très difficile de naviguer dans ce marché-là. De façon indicielle, c'est plus intéressant parce qu'on a vraiment des niveaux techniques extrêmement bien identifiés. Reste que là, on est encore plus dans le flou qu'on l'était la semaine dernière. On voyait que le rebond était possible mais fragile. Là, on est plutôt dans une zone donc neutre à baissière, avec un biais baissier qui ne se matérialise pas. Il y a donc l'idée un peu pour reprendre le terme cher à Philippe Béchade, qu'on retrouve chaque 3e vendredi du mois à vos côtés pour faire le bilan mensuel des marchés, l'idée d'une camisole un petit peu des marchés. C'est ça, une forme de camisole technique, algorithmique, qui empêche de déborder trop fortement d'un côté ou de l'autre. Complètement, avec à l'intérieur des écarts monumentaux sur certaines valeurs et au moment des publications, qui ne traduit pas une grande sérénité. Et c'est pas tellement ce qu'on aime voir dans les marchés. Facebook moins 25 et Amazon plus 15 le lendemain, oui, effectivement, ça montre un peu de nervosité peut-être. C'est ça, ce ne sont pas des décisions de gestion de fonds, ça. Il y a de la spéculation derrière tout ça, il y a des arbitrages, il y a des équilibrages de positions basés sur, alors effectivement, beaucoup de positions d'options aussi. On sait qu'il y a eu beaucoup de couverture dans les portefeuilles aux États-Unis au moment de l'annonce de la hausse des taux probable, et que ça vient contrer une correction, une consolidation qui était en place, et puis de la spéculation qui vient s'ajuster à ça, donc des arbitrages liés au niveau technique, liés à ces grosses couvertures, et puis de la spéculation aussi, des ouvertures de call en début de semaine, qui sont débouclées assez rapidement sur des points hauts, donc beaucoup de spéculation. Pour l'instant, les portefeuilles sont toujours couverts, les niveaux techniques sont les mêmes, 6700, 6850, ça reste dense en option, en dessous il n'y a pas grand-chose, contre donc 7115, 7140, un peu de pression baissière, 7 à 8000 contrats futurs ouverts, légèrement détruit vendredi, ce qui veut dire que dans la journée de baisse de vendredi en Europe, enfin à Paris, il n'y a pas eu de pression baissière complémentaire et même un peu de prudence de la part des vendeurs qui n'ont pas soldé en totalité mais qui pris un peu de bénéfice. Donc on voit que ça reste assez ténu, assez mitigé, mais effectivement un blocage complet du marché. Ça devrait se solder, probablement s'ouvrir un peu dans le courant de la semaine. Il y a des niveaux qui se resserrent et des choses qui vont être plus claires dans les jours à venir. Bon, justement, si on prend l'indice de référence américain et donc mondial qui est le S&P 500, qu'est-ce qu'on peut dire justement là de cette camisole, de ce trading range dans lequel le S&P 500 évolue aujourd'hui, Romain? Même si on n'est pas vraiment le chartiste, on le voit. Il y a un niveau hyper précis, 4432 points, autour duquel toutes les cotations s'articulent depuis 2 semaines. Et donc ça donne ces 2 bougies quasiment équivalentes et strictement opposées en hebdomadaire, avec une bougie de rebond importante il y a 2 semaines, et puis une bougie de baisse et de contre des vendeurs, des acheteurs, contre 4535 la semaine dernière. Et elles sont quasiment équivalentes, mais dans le sens opposé. Ça témoigne bien de l'absence de tendance, de l'absence de décision. Il y a un petit biais plus haussier sur le marché américain, et ce qu'il faut dire, c'est que le S&P, le graphique du S&P, traduit exactement ce qui se passe sur les autres indices américains. Le Nasdaq et le Dow Jones ont les mêmes configurations, les mêmes types de bougies, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc c'est une décision à la faveur un peu des acheteurs, en revanche, sur les marchés américains. J'ai tracé ce petit canal en tiret bleu
qu'on pouvait envisager comme étant le début d'une figure en épaule, tête-épaule en haut de marché. On a débordé la borne haute du canal, donc on défait la symétrie baissière. Ça éloigne la possibilité de cette structure de retournement baissière plus marquée. Reste qu'on n'arrive pas non plus à déborder 4535. On fait une petite stratégie baissière contre ce niveau-là et on reste donc dans ce trading range 4355, 4535. La clôture en dehors d'une de ces bornes donnera vraiment le ton. Qu'est-ce qu'on peut dire de la situation des indices européens face à celle des indices américains, si on prend l'Eurostoxx comme référence, Romain, sachant que les indices européens ont quand même mieux tenu en relatif, notamment par rapport aux indices américains depuis le début de l'année. C'est ça, et jusqu'à il y a 15 jours. Depuis, c'est moins bien. Et on voit qu'on a, au cours des 2 dernières semaines, là, il y a 3 bougies, puisque l'Eurostoxx était en temps réel sur ce dessin, mais ce sont des bougies hebdomadaires. On voit qu'elles n'ont pas la même configuration que les bougies vertes des indices américains. Et l'Eurostoxx a bien baissé il y a 2 semaines, baissé la semaine dernière aussi, et il est en zone d'hésitation, proche de la borne basse et proche de l'alerte de moyen terme, sans, encore une fois, de sell-off, sans débloquer d'alerte baissière forte. Donc 4039 va être vraiment à surveiller et à préserver. Le retour sur ce niveau-là n'est pas terrible non plus. De la même façon, le DAX a le même genre de configuration, un peu lourde, mais sans décrocher pour l'instant. Bon, et puis alors, le CAC 40, ça fait déjà 15 jours, 3 semaines peut-être, que vous nous parlez d'un schéma en vague au sein du CAC 40, vague de Wolf. Romain, est-ce que ce schéma technique reste valable là, en ce début de 6e semaine de l'année 2022 ? Mais oui, il aurait pu être invalidé avec des clôtures, 3 clôtures, on avait dit 2 ou 3 clôtures au-dessus de 7068,59. On a clôturé 2 fois au-dessus, et puis il y a eu la réunion de la Banque Centrale Européenne, et on est repassé assez violemment, assez nettement en dessous. Ça nous permet d'identifier un autre niveau important, c'est 6913 points sur l'indice CAC 40 Cash. On voit qu'on évolue au-dessus pour l'instant, mais c'est un niveau sur lequel qui, s'il était enfoncé, donnerait une brèche dans la reprise, dans la tentative de reconstruction haussière qu'on avait entamée en début de semaine dernière. Donc, toujours les mêmes niveaux de protection dans les portefeuilles, et cette zone, c'est 6733, premier amortisseur. C'est 6733, 6831, premier amortisseur. Et en dessous, très grande chance d'aller valider et d'aller finir notre vague de Wolf qui, cette semaine, se situe un peu plus bas, puisque c'est une oblique, et donc à 6494 points. Donc elle est toujours active, elle n'est pas invalidée, cette vague de Wolf. Et il faut vraiment préserver les niveaux que vous avez sous les yeux rapidement pour pouvoir reprendre de l'air. Si on, c'est une feuille de route, comme vous le précisez à chaque fois, Romain, mais si on se place dans cette idée effectivement et de ce risque à prendre en considération, est-ce que la figure et est-ce que les vagues de Wolf nous donnent une idée du timing peut-être à partir duquel le CAC 40 pourrait enfoncer déjà cette première zone d'amortisseur que vous décrivez entre 6007 et 6008 pour aller peut-être rejoindre des points beaucoup plus bas autour des 6500 points? Normalement, ça va être assez rapide maintenant, puisque le trading range se resserre. On a deux niveaux vraiment bien identifiés, 7068,59 en haut. Échec une fois, échec 2 fois, 2 semaines d'affilée. Ça va plutôt dans le sens de la faiblesse de la tenue, la petite pression baissière dont on parlait. Ce niveau de support avec un peu de densité en dessous, à la rupture de 6913 sera déjà une marque de faiblesse. Il faut vraiment passer sous 6730 points. Probablement, dans la semaine, les publications vont être importantes du côté des entreprises en Europe et en France en particulier. Il y a le secteur bancaire qui va beaucoup publier. Ça peut venir de là, la brèche. Pourquoi ? Parce que les résultats vont être excellents, mais tout le marché le sait. Et on a des petites divergences et on arrive sur des niveaux de résistance majeurs. Donc, c'est un peu qui tout double. Soit on arrive à trouver le momentum pour continuer ce mouvement, soit il va y avoir un peu de prise de bénéfice, on va vendre la nouvelle et ça peut être le déclencheur. En tout cas, graphiquement et techniquement, il peut venir d'autres éléments extérieurs. Mais en tout cas, dans la semaine, on peut en savoir beaucoup plus. Le range est un peu serré et le marché a du mal à ne pas bouger en ce moment, manifestement. Bon. Semaine clé, effectivement, notamment au regard de cette vague de Wolf dans lequel est pris le CAC 40 aujourd'hui. Si on regarde le futur CAC, là, sur un horizon beaucoup plus court terme, Romain, là, quels vont être les enjeux techniques immédiats ? Donc, vous nous disiez 6913, là, autour pour le CAC 40 cash. Alors, traduction sur le futur CAC. On le retrouve aussi, c'est 6912, on a rebondi dessus. L'écart est très faible puisqu'il y a peu de dividendes versés en ce mois de février sur l'indice parisien. La zone, c'est 7003,5. On n'a pas réussi à se réinstaller au-dessus en fin de semaine dernière et on tentait depuis le 25 janvier de construire un canal haussier de court terme. On est allé chercher la borne haute juste avant la réunion de la Banque Centrale Européenne et c'était notre niveau de réactivation de tendance haussière de court terme, 7142. Donc le marché est allé vaillant se réinstaller à ce niveau-là et les commentaires manifestement de la Banque Centrale ont douché les velléités haussières. Ceci dit, il n'y avait pas de soutien dans ce mouvement, c'est ce qu'on déplorait. On y allait vraiment
sur des considérations techniques avec absence de volume, diminution du volume, absence de soutien du côté des marchés dérivés et un niveau de couverture qui, au fur et à mesure qu'on montait, diminuait. Donc, on ne mettait pas toutes les chances de notre côté, puis on a construit cette figure de retournement baissière. Donc là, on est sorti de ce canal haussier. On est dans une zone vraiment importante. 6859 en bas, c'était 56,5. On l'a remonté de 2,5 points, mais 859 est important. 7003 a débordé puisque c'est le bas du canal haussier. Donc, si on réussit à repasser au-dessus de 7003,5, on n'est plus dans cette zone de tendance baissière. On repasse en zone de neutralité uniquement. Et il faudra reconstruire pour aller déborder à nouveau 7142. C'est l'enjeu de ce côté-là. Sinon, on connaît la cible, c'est la vague de Wolf. Est-ce qu'on a des marchés où il y a encore, je sais pas, de la tendance, où il y a encore de l'élan, du côté des matières premières, par exemple, Romain? Alors c'est le risque aussi, c'est que du côté des matières premières, j'ai essayé de dézoomer beaucoup. Là, on voit un graphique de l'indice CRB en mensuel. On va chercher des niveaux qui datent de 2014 maintenant sur l'indice CRB qui a fait un parcours magnifique. J'ai même dû couper le bas du graphique pour que ça pas. Essayer qu'on voit quelque chose et qu'on puisse reculer un petit peu. On avait rompu cette ligne de tendance baissière qui datait de 2010. On n'en voit pas le début non plus en violet. Et on évolue au sein d'un canal haussier très net, très propre depuis maintenant plusieurs mois. C'est un canal haussier de long terme maintenant. Et on arrive à un niveau de résistance vraiment important, 21,62, avec manque de soutien, divergence et pas mal d'éléments qui plaident pour une possible consolidation. Alors, épuisement, vous dites là, peut-être. Épuisement possible. Retour dans le bas du canal, encore une fois, pas de drame, mais un pétrole qui vient de toucher une cible, il a débordé largement à 80 pour le Brent à 91,70 et qui pourrait donc donner quelques signaux de faiblesse à court terme, de prise de bénéfices et de retracement. Il faut dire que le CRB est composé de plusieurs matières premières, une vingtaine de matières premières, dont 40% de pétrole. Mais c'est pour ça qu'il est intéressant de le regarder globalement. À l'inverse, parmi les matières premières, il y a un peu moins de pression baissière sur l'or. On l'a remarqué la semaine dernière, peut-être des signaux et quelque chose qui se décanterait de ce côté-là. Mais globalement, nous, on a préféré prendre un peu de bénéfices, même si c'est un gros trend de long terme et que pour une position d'investisseur de long terme, c'est une position à conserver probablement. Là, stratégiquement, on peut alléger un peu. Il y a peut-être un petit essoufflement aussi de ce côté-là qui pourrait déclencher un petit mouvement de baisse complémentaire. Bon, et puis en un mot, pourquoi est-ce qu'il faut avoir un œil sur le Nikkei aujourd'hui, Romain? Là aussi, c'est stratégique. Le Nikkei avait volé dans un biseau baissier pendant longtemps avant de le déborder. Ça avait interpellé tout le marché qui s'était intéressé. Et on est allé chercher un double sommet à 30 710 points. On a buté dessus et depuis, il consolide doucement. Et là, il réagit enfin avec un avalement haussier en hebdomadaire la semaine dernière et revient tester ce niveau de 27 280. C'est un support de long terme, c'est un support qui date de la crise Covid et qui peut être un niveau d'entrée intéressant, sachant qu'on rebondit sur le bas, sur le biseau baissier en question aussi. Il y avait deux ou trois signaux qui nous laissent à penser qu'il y a un ratio risque-rendement intéressant sur le Nikkei avec un rebond possible et des divergences haussières qui nous incitent aussi à prendre un petit risque spéculatif et à chercher des poches d'intérêt dans un marché qui est un peu incertain. Merci beaucoup Romain. Romain Debré qu'on retrouve chaque lundi à la mi-journée, 12h30 dans Smart Bourse sur Bismart pour le plan de trading avec Bourse Direct. Et le monde change à une vitesse incroyable sur les marchés, et y compris désormais du côté de la Banque Centrale Européenne. C'est le sujet qui est encore dans tous les esprits en ce début de semaine, et nous en parlons avec John Plassard, avec nous en visioconférence depuis Genève, spécialiste en investissement de la banque Mirabaud. Bonjour John, bienvenue. Merci beaucoup d'être avec nous. Oui, effectivement, le temps s'accélère très très vite pour la Banque Centrale Européenne, qui en décembre dernier nous avait laissé avec l'idée d'un chemin de ralentissement des achats d'actifs qui était plutôt bien balisé pour amener les programmes d'achat d'actifs alors à 20 milliards d'euros d'achats nets en octobre 2022. Ça, c'était le chemin balisé par la BCE en décembre dernier. Et puis, depuis la réunion de la semaine dernière, tout a changé. En tout cas, le calendrier pourrait considérablement s'accélérer, John. Qu'est-ce que vous retenez de la prestation, encore une fois, de Christine Lagarde et de la manière dont les marchés ont pris au sérieux le signal envoyé par la présidente de la BCE? Bonjour Grégoire. On a vu que c'était, d'abord il faut voir que c'était une évidence. On savait que les prix évidemment continuent à monter, l'inflation était très élevée. Les derniers chiffres de l'inflation qu'on a eu en zone euro n'étaient pas réellement une surprise, c'est une tendance haussière qu'on a. Et chose assez intéressante, c'est que en fait, si vous regardez le parallèle, alors on a un cycle économique de différence, mais si vous regardez le parallèle avec les États-Unis, Jérôme Powell a enlevé de son discours le terme transitoire 9 mois après avoir dit qu'il le ferait, c'est-à-dire qu'il disait que
lorsqu'on lui posait la question au début d'année passée, combien de temps dure le transitoire, il avait dit environ 9 mois. Et là, on en est au 8e mois. Et Christine Lagarde fait quasiment la même chose parce que lors de la conférence de presse, elle n'a jamais utilisé le terme transitoire. Donc on voit ici que la pression était très forte. Elle ne pouvait pas rester sur ses bases en affirmant qu'effectivement, c'est l'augmentation du prix de l'énergie qui est extrêmement volatile, qui pèse pour plus de 50% de la variation dans les chiffres de l'inflation. Donc ici, on voit que c'est un exercice très difficile parce qu'on avait encore une option sur laquelle certains investisseurs pariaient sur le fait que Christine Lagarde pourrait répéter une nouvelle fois que c'était transitoire en attendant encore de nouvelles données économiques. Mais là, on a vu qu'effectivement, lorsqu'elle a changé sa veste de côté la semaine passée, eh bien, qu'est-ce qu'on a vu ? Eh bien, on a vu qu'effectivement, tout le monde le savait sur le marché, que l'inflation était ici pour rester un peu plus longtemps que prévu pour la Banque Centrale Européenne. Donc c'est pour ça qu'on a vu ce retournement de situation sur les marchés, que ce soit sur les rendements, que ce soit sur l'euro qui a fortement monté, puis que ce soit sur les indices qui ont fortement baissé. Et puis Grégoire, là il faut rappeler une chose qui est très intéressante, que ce soit sur les entreprises ou sur le marché, c'est qu'à chaque fois que le consensus est en train de s'ajuster, c'est-à-dire potentiellement sur une hausse de taux en BCE cette année, bien à chaque fois c'est un choc pour les marchés. Et c'est pour ça que malgré certaines bonnes nouvelles économiques ou des entreprises, on voit que le marché tangue un peu en Europe depuis la réunion de la Banque Centrale Européenne. Ouais, un marché très technique et très macro, dirigé par la macroéconomie et les stratégies des banques centrales. C'est bien ces facteurs-là qui l'emportent aujourd'hui dans les mouvements de marché. Côté américain, John, qu'est-ce qu'il faut retenir ? Alors, du rapport mensuel sur l'emploi qui a été une grosse surprise à la hausse en termes de création d'emplois pour le mois de janvier aux États-Unis. Le rapport a été publié vendredi. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour Jérôme Powell ou est-ce que c'est un cadeau empoisonné ? Alors, c'est clairement un cadeau empoisonné, ce d'autant plus que le consensus pour vendredi pariait sur des destructeurs, pariait sur une légère création d'emplois, mais Goldman Sachs, par exemple, pariait sur moins 250 000, je vais y arriver, 250 000 destructions d'emplois. Donc ici, effectivement, par rapport à, la semaine passée, vous avez eu l'ADP qui était très mauvaise, c'est pour ça que le consensus pariait sur des destructions d'emplois. Et en fait, c'est un cadeau empoisonné pour Jérôme Powell pour la simple et bonne raison que ce chiffre prouve que, en fait, fondamentalement, l'économie américaine va bien, elle crée des emplois, l'inflation monte, donc ce n'est pas un problème pour l'économie américaine, mais d'un autre côté, ça met en évidence le fait qu'il faut normaliser et potentiellement normaliser plus rapidement l'économie américaine. Et juste après la publication des chiffres de l'emploi vendredi, on a vu que les probabilités d'une hausse de 50 points de base lors de la réunion de mars étaient montées à plus de 33%. Donc on voit ici que si on devait normaliser plus rapidement la politique monétaire américaine, là aussi on est dans ce cas où l'ajustement du consensus peut avoir un impact, va avoir potentiellement un impact sur les marchés, sur la volatilité, et puis évidemment sur les valeurs de croissance notamment, qui sont celles qui sont le plus secouées lorsqu'on parle de normalisation monétaire et lorsque évidemment on a des chiffres comme on a eu vendredi passé. Mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que au niveau de l'emploi, ça semble réglé. Au niveau de l'inflation, si on a des chiffres qui sont très élevés aux États-Unis, Jérôme Powell a quand même répété deux choses. C'est dire qu'on aura 2 points d'inflation avant la réunion de la Réserve fédérale américaine en mars, c'est-à-dire vendredi, comme vous l'avez dit avant, Grégoire, et puis le mois prochain avant la réunion de la Réserve fédérale américaine. Alors, potentiellement, sur des questions techniques, on peut avoir une inflation qui fléchit légèrement, mais seulement au niveau technique, ça ne veut pas dire que c'est une tendance. Et ça va perturber encore plus les marchés. Donc, c'est effectivement ces chiffres qu'il va falloir regarder de très très près, le CPI, les prix à la consommation aux États-Unis, qui seront publiés vendredi, et puis dans un mois, juste avant la réunion de la Fed.
Ce qui est incroyable, c'est que de son histoire, la Fed n'a jamais entamé un cycle de hausse de taux en remontant ses taux de 50 points de base. Et là, aujourd'hui, dans le contexte qu'on vit, qui montre bien que c'est un contexte inédit, cette conversation est possible entre la Fed et les marchés. Vous l'avez dit, il y a une probabilité non nulle de plus de 30% que la Fed monte ses taux de 50 points de base dès le mois de mars prochain. Du côté des entreprises, John, effectivement, vous l'avez dit d'un mot, donc les mouvements des banques centrales ont un impact sur le marché obligataire, bien sûr, qui lui-même a un impact sur les valorisations de grandes capitalisations boursières. Ce qui est assez incroyable, là aussi, John, c'est de voir des mastodontes boursiers comme Facebook et Amazon, alors l'un dans un sens, l'un dans l'autre, mais pouvoir traiter comme des penny stocks d'une certaine manière. C'est-à-dire des mouvements d'une ampleur en une séance pour des capitalisations de cette taille qui sont d'une vingtaine de pourcents. C'est sans commune mesure, John. Non, c'est fou. Bon, on sait que c'est accéléré par les algorithmes. Ça, c'est une chose qu'il faut vraiment répéter, malgré la taille de ces entreprises. Mais ce qu'on voit ici, c'est que ce qui s'est passé, c'est que face à cette normalisation monétaire, vous l'avez dit, eh bien, les investisseurs ont fait très attention et ont regardé sur les performances de ces entreprises à forte croissance, qui sont Facebook, Amazon et compagnie, et se sont dit que s'il y avait une légère déception, eh bien, il fallait sanctionner immédiatement. On l'a vu pour Facebook, bien évidemment, mais on a vu de l'autre côté pour Snap, plus 50%, et puis pour Amazon, plus 23%. Donc, il ne faut surtout pas décevoir sur le secteur en pleine croissance, parce que là, les gens vont prendre des profits ou shorter la valeur très fortement pour pouvoir être dégagés de l'alpha et acheter, d'un autre côté, eh bien, des valeurs plus cycliques qui sont plus à même de bien résister historiquement dans des périodes de normalisation monétaire. Donc, il faut faire très attention ici. Et effectivement, c'est la soupe à la grimace, parce que si vous achetez le jour avant et que votre valeur perd plus de 20% sans profit warning, il faut faire très attention, parce que normalement, ça, c'est des cas qui arrivent dans des profit warning, et même, vous me direz, 23%, c'est absolument incroyable. Eh bien, ici, on est dans une situation qui n'a rien à voir avec ce qu'on a connu et qui est propre de cette situation de normalisation monétaire, mais qui arrive après une crise sanitaire qu'on n'a pas connue depuis 100 ans. Et c'est pour ça que ces réactions sont tellement fortes. Et vous l'avez dit avant, le fait de commencer une normalisation monétaire par 50 points de base, c'est du jamais vu. Mais on a quand même vu que la Banque centrale d'Angleterre, eh bien, elle aussi est dans cette situation où elle veut monter beaucoup plus rapidement les taux que prévu. On a vu lors de la dernière réunion la semaine passée où on avait quasiment la moitié des membres qui voulaient monter de 50 points de base et pas de 25. Donc, effectivement, il faut aller vite et très vite. Et il faut aussi rappeler une chose ici, c'est que les banques centrales, et même la Banque centrale européenne, voient ici une porte entrouverte pour monter les taux, pour se préparer pour la prochaine crise. Il n'y arrivera pas cette année, mais potentiellement qui pourrait arriver l'année prochaine. Et effectivement, se dire que si on n'a pas relevé les taux, qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on... Alors, on peut lancer des assouplissements quantitatifs, etc. Mais vous avez des pays comme les États-Unis qui ne veulent surtout pas aller dans des taux d'intérêt négatifs, eh bien, qui doivent remonter très rapidement parce qu'ils ont une fenêtre de tir. Une fenêtre d'opportunité, effectivement, qui est ouverte aujourd'hui pour les grandes banques centrales mondiales, et ce sera à suivre, encore un feuilleton évidemment à suivre au cours des prochaines semaines, sachant que Christine Lagarde doit s'exprimer à nouveau cet après-midi à l'occasion d'un discours quelques jours après la réunion du Conseil des gouverneurs qui se tenait jeudi dernier. Merci beaucoup John. John Plassard avec nous le lundi, une semaine sur deux à 12h30 pour faire un point sur l'actualité des marchés financiers, spécialistes en investissement de la banque Mirabeau et compagnie depuis Genève. On se retrouve cet après-midi en direct à 17h pour la suite de Smart Bourse sur Bismart.